Moi, je trouve pas ça triste, en fait, je trouve ça très bien, parce que couplé avec... Enfin, c'est le constat de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui fonctionne moins bien. Oui, non, je pense aussi c'est le constat de moyens technologiques qu'on a aujourd'hui qui permettent justement aussi, couplé avec les algorithmes qui vont détecter ces comportements suspects, de pouvoir aller prendre les gens qui font des intrusions, qui ont des comportements suspects bien plus tôt, et donc faire plus de prise en flagrant délit. Et c'est ce qui va aussi conduire notre société à retrouver un peu de sécurité. Donc moi, je trouve ça au contraire très positif et un exemple dont beaucoup devraient s'inspirer. Mais ça s'inscrit dans la droite ligne d'une radicalisation de l'extrême gauche, en fait, et de cette extrême gauche qui ne cherche pas vraiment à prendre le pouvoir à part par la violence, qui n'a pas de projet pour la France, parce que là, il parle de quoi finir avec les mauvais jours, arracher une vie meilleure. Mais comment, en quoi est-ce que aller blesser ou voire essayer d'aller tuer des policiers a quoi que ce soit à voir avec arracher une vie meilleure? Ou alors, lui, ce qu'il considère comme étant une vie fantastique, c'est d'aller taper sur des policiers. Non, mais on vit dans une espèce de réalité parallèle. Quel niveau? C'est un niveau extrêmement bas, et ce qui prouve bien que LFI n'a absolument pas vocation ou la volonté... On n'est jamais déçu. Ah oui, ça on n'est jamais déçu. Mais le truc, c'est que M. Mélenchon continue d'avoir l'espoir de devenir président de la République un jour. Comment est-ce qu'on peut vouloir devenir président de la République et en même temps avoir dans ses troupes des gens comme ça qui insultent les préfets qui sont les représentants de la République dans chaque département? C'est un non-sens total. Je pense que l'Algérie se moque de nous. Elle se moque de nous. C'est quand même, elle ne comprend que la force et le rapport de force. Parce que si vous regardez, Pauline Retailleau a proposé une réponse graduée d'engager un bras de fer. Ça a été plus ou moins suivi. Derrière, la semaine dernière, justement, on décide de baisser les tensions. Le ministre des Affaires étrangères va à Alger, il parle avec le président Tebboune. Tout le monde est content. D'ailleurs, qu'est-ce que fait l'Algérie? Elle va sur notre territoire, alors ça sera démontré par le parquet, mais a priori, elle envoie des gens de ses services secrets ou je ne sais quoi pour aller kidnapper et séquestrer un influenceur qui est contre le régime. Donc c'est une affaire d'État. Voilà, c'est normal que le parquet antiterroriste prenne la charge de ça et que ce soit pris au plus haut niveau de sérieux. C'est une affaire d'État qui se prépare là. Et donc, je veux dire, le fait de la temporalité, quoi. Alors, justement, qu'on baissait la pression, l'Algérie se permet de faire ça. Ça montre bien qu'elle se moque de nous et que la seule issue possible, c'est de vraiment mettre le bras de fer et de tenir pour enfin arriver à quelque chose de satisfaisant pour la France. Et c'est vrai qu'on pensait vraiment que Boualem Sansal pouvait potentiellement être libéré en début de semaine et voilà. Et donc Mais il pourrait être libéré que si on fait vraiment ce bras de fer. Là on voit bien que tant qu'on ne sera pas clair et fort, rien ne se passera. Mais oui, Marion. Justement, je pense que toute la difficulté, ce qui rend le débat si complexe, c'est précisément que, en fait, avec ce texte, on mélange un peu tout. Donc c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir séparé la question des soins palliatifs de l'autre texte, en fait. Et c'est vrai que utiliser le terme d'aide à mourir, en fait, rien que ça, c'est très gênant parce que mourir, c'est quelque chose qu'on fait comme ça, de manière un peu passive. Et donc, aide à mourir, en fait, c'est un peu un oxymore. À l'inverse, je trouve que le concept de suicide assisté est beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que le fait de suicider, c'est un droit que tout le monde a, en fait. Enfin, je veux dire, si on veut se suicider, qu'on a vraiment cette volonté, on peut le faire déjà aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que, plutôt que de le faire dans des conditions horribles comme, je sais pas, se jeter sous un train ou se pendre ou se couper les veines, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans un cadre où on vérifie que toutes les options thérapeutiques, par exemple contre la dépression, contre les idées suicidaires, ont déjà été épuisées, donc que la personne vraiment, c'est une volonté très profonde de mettre fin à sa propre vie. Et donc, si on pouvait vérifier cela dans un cadre très précis et à ce moment-là donner à la personne l'opportunité de s'injecter elle-même avec un produit anesthésique, voilà, à dose létale, comme ça peut être proposé, ça n'a rien à voir avec l'euthanasie, où là, on va aller finalement décider, limite le médecin va décider que eh bien, on va mettre fin à la vie de telle personne. Et ça, en fait, c'est très gênant. Pourquoi? Parce que l'euthanasie ne sera jamais un soin palliatif. Ce n'est pas de même nature. Soin palliatif, c'est justement d'aider la personne à ne pas trop souffrir, l'accompagner dans la mort, mais ce n'est pas l'aider à mourir. Et c'est ça, en fait, le problème sémantique et le problème philosophique fondamental qu'il y a. Donc, si on plaçait le débat sur le fait simplement de dire est-ce qu'on autorise en fait que des personnes qui ont vraiment la volonté de se suicider puissent avoir accès à un produit anesthésiant à haute dose,
sous contrôle médical pour vérifier que la personne est vraiment en pleine possession de ses moyens, etc. Ça, c'est un débat qui peut être porté et je pense que ce serait majoritaire dans le pays. Mais là, tel que la proposition est faite, en fait, il y a des dérapages possibles de partout et on demande aussi aux médecins de renier leur serment d'Hippocrate, parce que le serment d'Hippocrate qu'ils ont tous pris, c'est de première chose, ne pas faire de mal. Là, quand on donne la mort, c'est quand même le pire. Donc, même s'il y a la clause de conscience, en fait, en pratique, c'est très compliqué. Donc, vraiment, le débat est pollué par le fait d'avoir mis tout ça dans une même chose, d'avoir ces notions de maladie incurable, alors qu'en réalité, si c'est juste une question du suicide, même si on n'a pas une maladie incurable, on devrait pouvoir avoir le droit de se suicider. Alors justement, c'est toutes ces notions-là qui ont été mises ensemble et qui font que le débat je vous donne la parole. Ouais, c'est ça, en fait. Ce qui explique cette montée de l'antisémitisme, c'est justement qu'il y a toute une gauche qui explique que le fait d'être pro-palestinien, pour être pro-palestinien et pour ce qui se passe à Gaza, ça veut dire qu'il faut être anti-sioniste, anti-israélien et en fait, par extension, être anti-juif. Et donc, le glissement qui se fait, philosophiquement, c'est que c'est bien d'être anti-juif pour toute cette gauche-là. Et là, on voit bien que dans l'agression qui a eu lieu à Villeurbanne, on est exactement dans ce cas-là, puisque c'est deux hommes qui se revendiquent militants un peu d'ultra-gauche. Donc, il y a un vrai sujet ici. Il faut réexpliquer, en fait, que agresser des Français de confession juive, c'est inacceptable, c'est anti-républicain, c'est anti-français, c'était tout ce qu'on veut, mais c'est inacceptable. Et pour juste reprendre les chiffres aussi qu'a donné M. Laurent Nunez, mais quasiment 90%, dont vous parlez, Florian. Ouais, c'est ça, quasiment 90% des actes anti-religieux sont des actes antisémites, alors que les juifs ne représentent que moins d'1% des citoyens français. Donc on est dans une situation abominable et il faut absolument réussir à reprendre ce débat et que ceux qui véhiculent les clichés anti-juifs et qui incitent finalement à la haine anti-juive soient mis hors d'état de nuire.